Dracouille la fripouille de cette vidéo est le chapitre 2 d'une série sur le personnage de Dracula. Alors, je vous encourage à regarder la première partie, qui vous aidera plus à comprendre celle-ci. Comme on l'a vu dans la première vidéo, le concept du personnage du vampire aristocrate qui vient s'installer dans la bonne société londonienne, c'est-à-dire dans la modernité, c'est ce qu'il faut comprendre, ce concept préexiste avant l'arrivée de Dracula. Tu vois qu'il fallait écouter la première vidéo. Alors, certes, le livre de Stoker est un des plus grands best-sellers mondiaux, qui dépasse la centaine de millions d'exemplaires et qui se hisse aux côtés d'un Alice au Pays des Merveilles ou d'un Frankenstein, mais ce n'est pas le livre qui a ancré Dracula dans notre culture, en tout cas maintenant. Ce qui a fait que Dracula est devenu le Dracula, c'est le cinéma. Le cinéma s'est approprié le personnage du comte de Valaki, maintenant je dis Valaki, et souvent d'ailleurs en le détachant du livre d'où il était issu, ce qui a contribué à en faire un personnage iconique, bien plus qu'une œuvre iconique. Ah oui, parce que toutes les adaptations de par exemple Alice au Pays des Merveilles, c'est Alice qui va au Pays des Merveilles. Alors que Dracula, il y a plein d'histoires qui n'ont rien à voir avec le livre de Bram Stoker. Le comte de Valaki s'est émancipé de son œuvre. Alors dès le début du cinéma, il y a quelques timides adaptations, mais la première grande adaptation, c'est une œuvre assez éloignée du livre. Le Nosferatu de Murnau, en 1922. Un film muet mettant en scène un vampire bien plus proche du vampire folklorique. J'en parle aussi dans la première vidéo. Faut vraiment voir la première, parce que sinon tu vas rien comprendre. Nosferatu cultive le mystère, on sait en fait assez peu de choses sur lui, ou ses intentions. Bon, c'est aussi dû au fait qu'on a perdu plus de la moitié du film. Parce que c'est vieux, ça s'est perdu, et le cinéma au début du XXe siècle n'était pas très bien considéré, et puis bon, de la pellicule, ça... voilà. Mais pour ceux qui doutent, oui, Nosferatu, c'est bien Dracula. Murnau n'avait simplement pas les droits d'adaptation, c'est pour ça qu'il a choisi un scénario original et un nom différent. Nosferatu, qui vient d'ailleurs du folklore roumain, et qui est une forme vampiresque d'un enfant mort-né issu d'un couple illégitime. Ça explique ça... Oui, parce qu'il est... Ah. Mais le film absolu de Dracula, qui est aussi le premier film parlant sur le personnage, celui qui lui a réellement donné un visage, c'est le Dracula de Todd Browning en 1932, prestation du conte par Bela Lugosi, qui reste encore à ce jour fantastique. Quand vous imaginez Dracula, et il y a de fortes chances que ceux qui regardent cette vidéo n'ont pas vu le Dracula de 1932, mais si je vous dis imaginez Dracula, vous allez l'imaginer comment? Ce que vous allez voir, c'est un homme blanc, très blanc d'ailleurs, avec une cape, un costume 3 pièces, assez rasé de près. Je pense que tout le monde a cette image en tête. C'est justement ça qu'on appelle ancré dans la culture populaire. Eh bien, cette image, c'est pas celle du Dracula du livre, qui est décrit comme habillé tout en noir, sans cape, et avec une moustache. Ouais. En fait, quand vous pensez à Dracula, vous pensez à Bela Lugosi. Et Dracula et Lugosi, c'est une histoire fusionnelle, parce que déjà, avant le film, il incarnait déjà le personnage au théâtre, et l'acteur est lui-même un immigré roumain, qui est né à 270 km du château de Vlad. C'est un vrai de vrai, et il se force pas du tout quand il fait l'accent slave que l'on prête au conte. Aren't you drinking? I never drink. Why? Et ça, et c'est mon avis, je trouve qu'il a une classe, une bienséance parfaite pour incarner la partie humaine de Dracula. L'homme du monde, l'aristocrate, l'homme éduqué, même si je trouve qu'il pêche un peu pour incarner la bête. L'animalité du conte, son côté pulsion monstrueuse. Mais bon, c'est peut-être aussi dû au fait que c'est un film grand public de 1932. Il y a des codes cinématographiques qui ne permettent pas d'aller vraiment dans quelque chose de psychologiquement plus dur. Le film aura quand même une suite avec un scénario original, La fille de Dracula, sans Bela Lugosi cette fois, puisque forcément il meurt à la fin du premier film.
Et c'est pas du spoil, mais vous imaginez quoi, qu'il survit à la fin et qu'après il rentre sur sa planète? Mais Lugosi reviendra en 1944 dans La Marque du Vampire, aussi de Todd Browning, dans lequel il joue, devinez qui? Le Comte Mora. C'est une création originale de Todd Browning, qui est d'ailleurs le remake d'un film muet qu'il avait réalisé en 1927. D'ailleurs, Carol Borland, qui joue la méchante vampire, c'est elle qui inspirera le personnage de Morticia Adams. Voilà, c'est cadeau. Les studios Universal vont largement exploiter le personnage de Dracula. D'ailleurs, lorsqu'ils vont acheter les droits à l'éditeur de Bram Stoker pour le film de 1932, ils vont se rendre compte que l'éditeur de Bram Stoker a oublié de compléter un formulaire aux États-Unis. Aux États-Unis seulement, ce qui fait que sur le sol américain, Dracula est libre de droit. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, entre les années 20 et jusqu'à la fin des années 50, les studios Universal vont énormément miser sur le cinéma d'horreur, grand public. Grand public avant les années 50, hein, donc question horreur, ça va. Ce qui constituera ce qu'on appelle désormais les Universal Monsters. Vous savez, Frankenstein, oui, la créature de Frankenstein, la momie, le fantôme de l'opéra, la créature du Langue Noir, le loup-garou, oui, l'homme-loup. Et on l'oublie souvent, mais jusqu'aux années 50, Quasimodo, celui de Notre-Dame, faisait lui aussi partie des Universal Monsters. Parce que c'est bien connu, hein, une personne en situation de handicap, hein, c'est un monstre. D'une certaine manière, c'était un peu le cinématique univers avant l'heure, car dans certains films, plusieurs monstres apparaissent et les actions des films peuvent avoir une influence sur les films suivants. D'ailleurs, Universal a réessayé de refaire le cinématique univers à la Marvel en 2014, avec le Dark Univers. Et je sais pas, la moutarde elle a pas pris. D'ailleurs, je vous conseille cette vidéo que je vais mettre en description sur justement l'échec des Universal Monsters. Qui est très bien. À ce propos, j'aimerais vous parler de Abbott et Costello. La plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. C'est pas un reproche, hein, parce que moi, avant mes recherches, je n'avais pas du tout entendu parler non plus, c'est assez vieux, hein. En tout cas, mettez-moi un commentaire si vous les connaissiez déjà. Ça, j'aimerais bien le savoir. Ce sont deux très grands comiques américains des années 40, tellement connus qu'ils vont sortir sous label Universal Abbott et Costello contre Frankenstein, avec Boris Karloff dans le rôle de Frankenstein, donc l'acteur original, Lon Chaney dans le rôle du loup-garou, l'acteur original, et bien sûr Bela Lugosi lui-même dans le rôle de Dracula. Alors ce qui est chouette, c'est que Bela Lugosi reste parfaitement dans son rôle du Dracula, classe, ténébreux, et ceci avec Abbott et Costello qui font les pitres, assez surjoués, et je trouve que le décalage entre eux, c'est-à-dire entre Dracula qui joue Dracula à la perfection et les deux qui font avec l'humour des années 40, hein, à gogo, ça fait un truc il faut le voir. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis. Je ne sais pas si je dois aimer ce film ou si je dois le détester. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez vu. Je vais mettre un... Non, je vais pas mettre de... J'allais dire, je vais mettre un lien de streaming. C'est totalement illégal, ne faites pas ça. Achetez-le. Il est facilement trouvable en DVD. À la fin des années 50, le public américain va se désintéresser des monstres. On est plutôt dans l'ère des soucoupes volantes, donc forcément les Universal Monsters, ça fait moins vendre. Et c'est une compagnie anglaise qui, à partir de 1958, va faire ressurgir Dracula dans plusieurs films avec Christopher Lee. Alors, c'est pas la même époque. Les Dracula avec Christopher Lee sont en général moins tout public. On est entre les années 60 et les années 70, donc c'est justement l'époque où on se lâchait niveau sensation et expérience cinématographique. La Hammer va d'ailleurs faire ressurgir tous les Universal Monsters avec moins de budget, c'est vrai, il y a un petit côté un peu cheap, mais beaucoup plus gore et beaucoup plus sexualisé. Les années 60 et les années 70. Alors on dénombre 8 films de Dracula avec Christopher Lee, donc là, si on cherche un monsieur Dracula, ben, c'est vrai que c'est plutôt lui, puisqu'il a fait tellement de rôles de Dracula. Bon, par contre, les 8 films sont pas tous au même niveau, hein. On a droit à la comédie potache avec Dracula père et fils, beauf, B-E-A-U-F, hein.
Et justement, je trouve que Christopher Lee est l'opposé de Bela Lugosi. Il est violent, terrifiant, il a un côté fou. Je fais tomber ma bonnette. Il fait aussi beaucoup dans l'érotisme, ce qui est totalement absente du personnage de Bela Lugosi. Forcément, en 1932, tu t'attendais à quoi? En plus, le cinéma couleur permet de lui faire ressortir ses yeux rouges, son envie de sang. Mais par contre, je trouve qu'il n'incarne pas assez l'homme du monde. Il est moins classe que Bela Lugosi. Il y a un côté un petit peu trop pas de def chez Christopher Lee. On note quand même que parmi ces incarnations du conte, il y en a une où il a une moustache et il est habillé tout en noir. Bon voilà, Dracula, dans les livres, il ressemble à ça. En plus, Christopher Lee, il a un peu la même tête que Vlad. Vous savez, le visage un peu allongé, avec un long nez. Par contre, forcément, il n'a pas d'accent, puisqu'il est anglais, lui. Et les années 70, c'est la décennie où Dracula va vraiment être en roue libre totale. Alors certes, c'est l'époque de Christopher Lee, mais à part le premier de 1958, Le Cauchemar de Dracula, qui est une adaptation du livre, tout le reste, c'est des scénarios totalement originaux. Aussi, on va avoir des films de kung-fu avec Dracula, avec The Legend of the Seven Golden Vampires, avec Peter Cushing dans le rôle de Van Helsing. Mais si, tu connais Peter Cushing, mais si, c'est lui. Tu vois que tu le connais. Il y a bien sûr la Blaxploitation avec Blackula. Non, c'est pas une vanne, ça existe vraiment. Et croyez-moi, vraiment, c'est moins pire que ce que l'affiche semble présager. C'est pas si mal. Je me sens absolument pas crédible quand je dis ça. Alors c'est très symptomatique car la Blaxploitation surfe justement sur des icônes de la culture populaire pour se les approprier. Le fait que Dracula devient noir nous renseigne justement sur l'importance du personnage dans notre culture. Pour comprendre ce que c'est que la Blaxploitation, je vous renvoie sur l'excellente vidéo du Fossoyeur de film sur la Blaxploitation que je vous mets en lien en bas. Je vous laisse la voir, vous comprendrez tout sur la Blaxploitation. Vraiment. Les années 70, c'est aussi l'époque du cinéma érotique. Alors, quand je dis cinéma érotique, c'est pas des vidéos YouPorn, il y avait à l'époque un cinéma bis, avec parfois vraiment des films à budget, mais avec beaucoup de scènes olé olé. Je pense à Dracula, ce vieux cochon de 1969. Non, c'est pas une vanne de ma part, c'est vraiment le titre. On a même des films de catcheurs mexicains qui se sont essayés à Dracula avec Santo et le trésor de Dracula. C'est un peu comme les films de super-héros, sauf que c'est des catcheurs mexicains. Et Santo d'ailleurs, on le voit dans Coco. C'est lui là qui essaye de rentrer... J'aime bien quand tout est lié comme ça. Alors j'ai fait un archi-résumé, parce que les films Dracula, il y en a littéralement des trousaines, et pour la plupart, ils sont pas bons. Faut dire ce qui est, car souvent Dracula c'est juste un prétexte pour faire du racolage sur le film, pour justifier de la violence gratuite, pour se donner un genre quand on fait des films érotiques. Sans l'imagerie du conte, la plupart de ces films seraient tombés dans l'oubli le plus total. Ailleurs dans le monde, de nombreux pays se sont essayés à Dracula, un peu une manière de mettre du popcorn dans des productions souvent assez enfermées dans un cadre culturel. Le Japon a d'ailleurs été un terreau fertile pour Dracula, et je ne parle pas d'animation japonaise, mais de films en live action, notamment les films de Nobuo Nakagawa, qui a mis une partie de sa vie à iconiser le conte de Valaki au pays du soleil levant. Il y aurait beaucoup à dire sur lui, mais je préfère le développer dans une prochaine vidéo future, on verra. Petit point sur la France quand même, on a eu droit à notre adaptation du conte avec Les Charlots contre Dracula. Les Charlots qui sont une troupe d'acteurs qui font vraiment toute une galaxie de films incarnant au cinéma le français moyen dans toutes sortes de péripéties. C'est un peu comme le Splendide, vous voyez, avec Christian Clavier, Gérard Jugnot, tout ça, mais c'est plus la génération d'avant, les Charlots. Bref, il y a donc deux types de films sur Dracula. Ceux qui adaptent le livre, et les autres. Et bien sûr, vous l'attendiez peut-être, après toutes ces décennies où on a fait n'importe quoi avec Dracula, il y a eu ce film. Ce film qui, non seulement a voulu aller aux origines, a voulu aller encore plus loin que Bram Stoker, a voulu plus mettre en scène ce qu'il avait imaginé plus que ce qu'il avait écrit. Dracula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. Est-ce que c'est le meilleur Dracula ?
En tout cas, c'est le plus proche de la vision de Bram Stoker. Ça, c'est sûr. Mais tout au long du XXe siècle, le cinéma nous a formaté une autre vision du personnage de Dracula. Ce qui fait que celui de Coppola, il nous paraît peut-être un peu plus inhabituel. On y retrouve cependant 3 éléments qui doivent figurer dans un bon Dracula, à savoir la bienséance, la bestialité et l'érotisme. Malgré le succès du film de Coppola, il ne s'agit que d'un film, quand Christopher Lee en a incarné 8 et Lugosi 3. Donc Gary Oldman qui joue Dracula, il fait plus figure d'exception que de Monsieur Dracula à la référence. Et Mel Brooks avait sorti une parodie de Dracula en 1995, avec Dracula mort et heureux de l'être, avec Leslie Nielsen dans le rôle du comte. C'était clairement une parodie du Dracula de Coppola. En même temps, Mel Brooks c'est le champion de la parodie. C'est drôle. Bon, faut aimer l'humour des années 90, humour absurde, à sketch. Ça plairait pas à tout le monde. C'est Yanoche. Et puis, il y a notre période actuelle. Et pour ça, on va faire un petit erratum. En fait, il y a 3 manières de représenter le vampire au cinéma. Il y a le vampire folklorique, qui est une bête, pas forcément d'apparence humaine. En général, il fait que attaquer, il parle assez peu. Et pour lui, le sang, c'est le symbole de la vie qu'il aspire. Il y a le vampire byronien, le génie de Lord Byron étant d'avoir introduit la culture et la bienséance dans la bestialité du vampire. Et dans cette catégorie, on retrouve Dracula, et pour lui, le sang, c'est un plaisir en même temps que le symbole de la vie. Et le troisième, le vampire d'Anne Rice. Auteur à succès depuis les années 70, très prolifique et toujours en publication, elle a réinventé le mythe du vampire. Dans la vision d'Anne Rice, on a affaire à des communautés de vampires plus qu'à des individus, et le sang est plus une allégorie de l'addiction, d'un besoin d'une drogue, que de la métaphore de la vie qu'on aspire. C'est l'autrice notamment de Entretien avec un vampire, de La Reine des damnés, et plein d'autres, que je ne vais pas tous les citer. C'est cette vision du vampire qui a donné Buffy, Underworld, Blade, ou encore le jeu de rôle La Mascarade. C'est parfois des univers qui donnent une place à Dracula qui n'est juste qu'un parmi d'autres. Balèze, mais un parmi d'autres. Dans Buffy, il apparaît dans le premier épisode de la saison 5, si jamais c'est un méchant assez lambda. Je me demande même s'il est juste là parce qu'il y a un mec une fois qui a dit « mais on fait un truc sur les vampires et on n'a pas Dracula !» Et il faut dire ce qui est, que face à ces univers de vampires, Dracula avec sa cape et sa raie sur le côté, il fait un peu ringard. Alors bien sûr, dans les années 2000, il y a des films sur le personnage qui tentent de le moderniser, comme Dracula 3000, qui est je crois le seul film de science-fiction avec Dracula. Je dis toujours je crois, comme ça on vient pas me chercher des noises. Qui est pas ouf d'ailleurs le film. Il y a bien sûr Transylvania aussi, qui surfe sur le côté Universal Monster, et qui joue sur le côté un peu kitsch de Dracula. D'ailleurs, le personnage de Dracula dans Transylvania est plutôt inspiré de Christopher Lee. La tête, le nez, plutôt Christopher Lee. La seule adaptation qui a néanmoins réussi à me faire flipper sur le compte, c'est la série en 3 films de Netflix qui est sortie en 2020, qui surfe entre le livre et autre chose. Cette adaptation, vraiment, elle est flippante. Flippante bien, je parle. Avec Claes Bang dans le rôle du comte, que je connaissais pas, qui est danois, et que lui, oui, il est très classe. Il y a eu bien sûr Dracula Untold, le premier de Feu, le Dark Universe, qui est plus une version de Vlad Tepes, version Dracula, qu'un film sur le comte Dracula. Alors évidemment, comme vous l'avez remarqué, j'ai parlé essentiellement des films, les séries, les animés, tout ça. C'est un puissant fond de pépites sur Dracula, et comme moi, je ne fais pas des vidéos de 8 heures, ce sera pour une prochaine fois. Une petite exception quand même pour la série Netflix Castlevania, qui est, jusqu'à preuve du contraire, la seule série à mélanger tous les vampires, y compris les vampires pré-Dracula, comme Varney, Carmilla, et il y a même Alucard. Ça, Alucard, le fils de Dracula, de 1943, incarné par Lon Chaney, qui a incarné aussi l'homme-loup dans les Universal Monsters. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Cette vidéo, c'est la 2e de ma série sur Dracula. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de
cloche, ah, la cloche, clocher, la cloche, ça devrait être facile à dire. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous ouvrir aux univers de vampires.